ça va? Est-ce que c'est en tant que femme ou est-ce que c'est en tant que moi? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? La relation homme-femme, avec mon mari. Est-ce qu'il y a un truc encore aujourd'hui en tant qu'homme dont tu te sens empêché? De ce congé paternité dépend tellement de choses. C'est marrant comment vous enlevez votre pull, vous les hommes. Sur l'oreiller, c'est un podcast qui interroge les définitions du féminin et du masculin. J'interviewe des personnes ou des duos sur leurs énergies, qu'elles soient apparentées aux femmes ou aux hommes. J'explore avec mes invités leur éducation, leur personnalité, le rapport à leur corps et à l'autre genre. Bref, leur vécu. Écouter sur l'oreiller, c'est vous octroyer un moment bulle et intime au plus profond de nos identités masculines et ou féminines. La saison 1 de 12 épisodes s'est achevée cet été. Avant d'entamer la saison 2, je vous propose un épisode hors série. Je suis interrogée par Ruben Grave. Je partage les coulisses de ce podcast. Pourquoi je le fais? Comment il me permet de grandir dans mon féminin et mon masculin? Et je vous dévoile quelques ingrédients de la saison 2. Je suis Caroline Loisel. Soyez les bienvenus sur mon podcast, Sur l'oreiller. Bonjour Caroline. Bonjour Ruben. Bienvenue dans ton podcast. Merci. Je suis sur l'oreiller. Ça a l'air assez confortable. Merci d'ouvrir cette parenthèse-là pour les personnes qui te suivent. Merci aussi pour cette première saison qui a, je pense, touché beaucoup de gens. En tout cas, j'ai eu plein de retours très positifs de l'épisode qu'on a fait ensemble. Donc, merci à toi. J'avais envie de commencer par une question toute simple. Qu'est-ce qui t'a donné envie à toi de créer ce podcast sur l'oreiller? Alors, deux choses. À la fois, ce dont je me suis aperçue en tant que solo-entrepreneur depuis 9 ans, où j'ai quand même eu des sensations de blocage, j'ai envie de te dire inopinées. Genre, je n'arrivais pas à lancer un site internet et dire exactement ce que je faisais. Ensuite, je n'arrivais pas à communiquer sur LinkedIn alors que je voulais être conférencière, donc c'était quand même compliqué. Et je n'arrivais pas non plus à sortir un site internet, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut que je sorte un site web à mon nom, puisque je souhaite être conférencière, et ça a été compliqué. J'avais aussi peur de faire des vidéos et de me mettre en scène dans des vidéos. Donc, à chaque fois, j'ai été demander de l'aide, quand au bout de 6 mois, je m'apercevais que rien n'avançait. Et dans ces accompagnements, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui relevaient de moi, de mon histoire, mais il y a aussi des choses qui relevaient de mon genre. De par exemple, si je n'ose pas potentiellement ouvrir un site web à mon nom, c'est parce que il y a aujourd'hui beaucoup plus d'hommes visibles que de femmes visibles. Que ce soit dans le nom des rues, que ce soit à la télévision, que ce soit au cinéma, etc. Donc ça, c'est le premier élément où j'ai moi-même travaillé sur mon féminin, pour y mettre certainement un peu plus de masculin, ou en tous les cas, me donner c'est même pas une énergie, l'énergie je l'avais, mais le courage, la détermination est le mot juste, de lancer ces éléments-là. Et puis, il s'avère aussi que je me suis séparée il y a 10 ans, que avant cette période, j'avais un petit peu tout enchaîné dans ma vie, diplômée directement, j'avais un compagnon, j'étais tout de suite dans la tribu, on avait des amis, notre réseau social, on a eu notre enfant, on a eu notre appartement, etc. Voilà. Et donc coché toutes les cases. J'ai coché toutes les cases, j'ai été très très vite pour pas mal de choses, et là il y a eu un point de rupture. Il y a eu un point de rupture, tu vois, c'est marrant, j'ai eu du mal à le dire. Il y a eu un point de rupture dans ma vie à ce moment-là, un point de bascule, qui a été cette séparation où, effectivement, depuis 10 ans, je suis à la fois solo-entrepreneur et maman solo. J'ai été maman solo avant d'être solo-entrepreneur, puisque j'ai été maman solo il y a 10 ans et que mon entreprise, je l'ai montée il y a 9 ans. Et j'ai découvert, parce que j'ai même pas envie de dire redécouvert, vu que j'avais pas eu beaucoup d'expérience, j'ai découvert les relations masculines, féminines, dans nos années 2000. Voilà. Avec des rencontres, à la fois dans ma vie privée, dans ma vie amicale, dans ma vie professionnelle, qui m'ont beaucoup interrogée et questionnée sur mes croyances, sur des envies que je pouvais avoir et qui manifestement n'étaient pas forcément partagées.
Voilà. Par exemple, faut que je trouve un exemple qui soit pas directement lié à la sexualité, parce que là, du coup, on va y rentrer direct dans le sujet. Attends, non, faut que je trouve quand même un autre truc. C'est un peu tôt, au bout de 5 minutes, vous allez là-dedans. Pardon. Par exemple, au contact d'une personne avec laquelle j'ai écrit un livre qui s'appelle Emmanuel Vivier, qui a été une personne qui a été, et qui est toujours d'ailleurs, on est des mentors mutuels l'un de l'autre. Emmanuel a été l'une des personnes, par exemple, sur les photos d'un salon où j'étais participante avec tout plein d'autres personnes, hommes et femmes. Moi, forcément, sur la photo, je me mets complètement au fond, à gauche. Et lui, de me dire, non, mais enfin, tu te mets au centre, en fait. Voilà, c'est là, tu te mets là. Donc, tu vois, ce genre d'élément où tu te dis, OK, donc il y a quand même, en tous les cas, une énergie de la part d'un homme, là, qui m'arrive et qui me dit, bah, écoute, viens plutôt là. En plus, le sens des photos, il sait un petit peu ce que c'est. Oui, tout à fait. Aussi. Excellent. Et tu parlais juste avant de déconstruction, ou en tout cas de points dont tu avais pris conscience peut-être dans ton éducation, dans ton parcours avant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, en fait, le premier, je pense, dont j'ai pris conscience notamment avec une coach qui m'a accompagnée au moment, enfin 1 an après ma rupture, j'ai ressenti le besoin de me faire accompagner là-dessus. C'est le fait que je me souviens d'une éducation, parce qu'on ne sait jamais quelle est la part du souvenir qui est réel ou pas. Mais le souvenir que j'ai de mon éducation, c'est notamment le fait qu'on me disait souvent de faire plaisir, d'être gentille, d'être polie. Et je me suis rendu compte que je ne me donnais pas cette injonction à moi-même de me faire plaisir. Et donc, c'est ce que j'ai découvert en étant accompagnée à titre personnel. C'est notamment je pense, une des bascules que j'ai faites à ce moment-là. C'est comment tu retrouves le fait de prendre soin de toi. De t'écouter avant de penser tout de suite à prendre soin des autres. Alors certes, tu prends beaucoup de plaisir à prendre soin des autres, bien évidemment, surtout quand il s'agit des gens que t'aimes. Mais il y a quand même aussi, parfois dans la vie, des moments où c'est important de prendre soin de soi, en fait. Parce que l'énergie que tu donnes aux autres, c'est malgré tout une énergie que tu donnes, que tu as en moi. Enfin, nous ne sommes pas des viviers infinis d'énergie. C'est sûr. Nous sommes des viviers infinis d'amour. Ça, il n'y a pas de limite, je pense. En revanche, on a quand même une énergie en fonction de qui on est, en fonction de ce qu'on a comme ressources, qui est limitée dans une journée. Ne serait-ce que par rapport au temps que tu as, de toute façon. Donc ça, effectivement, là-dessus, j'ai beaucoup travaillé. Et le point d'équilibre, du coup, entre l'aller-retour, entre le fait de donner beaucoup de place aux autres et d'un coup de donner à toi une place, ce point de bascule, il a été facile, il a été quelle chose ça t'a... Il a été long. Disons qu'il est déjà passé par le fait que quand j'arrivais dans ma séance de coaching où j'avais entrepris des choses nouvelles, des façons de me comporter différentes par rapport à des personnes avec qui c'était encore un peu toxique. Le principe avec cette coach, c'était que quand tu faisais quelque chose de nouveau, qui te sortait de ton ordinaire, forcément ça allait déclencher chez l'autre un autre comportement. Bien sûr. Eh bien tu te récompensais. Ah oui. Et alors là... les paquets de chocolat, la lingerie, voilà. Et donc ça marche, parce qu'en fait, tu dis à ton cerveau, tu vois là ce que tu as fait comme effort sur toi pour être dans un meilleur soin de toi, et que la relation en ce moment que tu es en train de traiter pour qu'elle soit moins toxique, si tu te comportes différemment, l'autre forcément va aussi s'ajuster. Donc si toi, tu as réussi à pas rentrer dans le scénario dans lequel que tu répètes depuis des années, tu peux te récompenser de faire ça. Donc ça a commencé comme ça. Et puis peut-être aussi, je pense, avec différentes rencontres, ça a donné la place à la rencontre de personnes qui m'ont fait plaisir. Et je me souviens notamment d'un moment avec un homme qui avait préparé tout un repas
Ou un autre qui avait fait une playlist qui s'inspirait de chansons qu'on avait écoutées ensemble. Bah, tu vois, ces deux moments-là, quelle que soit l'histoire que j'ai eue avec ces deux hommes-là, peu importe la longueur, la teneur de la relation, c'est des moments où j'ai été hyper émue. Ça m'a vraiment fait monter les larmes aux yeux, en fait. De me dire, waouh, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose uniquement pour moi. Voilà, j'avais pas laissé la place à ça dans ma vie. C'était pas arrivé d'une façon aussi flagrante. Voilà. Donc ce que tu veux dire à travers cet exemple-là, c'est que quand finalement tu prends du temps pour toi et tu te donnes une place pour toi dans ta vie, tu attires aussi des personnes qui ont des postures différentes et qui sont dans une interaction qui est aussi beaucoup plus équilibrée. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais ça a marché. Ça a fait rentrer de temps en temps des personnes dans ma vie qui avaient plus le sens du prendre soin, qu'on associe souvent au féminin, on va pas se mentir, et non pas au masculin. Et toutes ces attentions, toutes ces petites attentions dont on parle souvent, qu'on accorde souvent, nous en tant que femmes, de façon, je trouve, assez naturelle et spontanée. Je fais une généralité, hein, c'est ce qui se dit sur l'attribut féminin. Oui. Je ne dis pas que toutes les femmes font ça. Il y a des hommes qui le font aussi. Donc on parle bien de ces énergies féminines, qu'elles soient présentes chez les femmes ou chez les hommes. Se prendre soin, de découvrir et d'apprécier le fait qu'elles viennent de l'autre et qu'elles soient vers toi, c'est un enchantement. Hein. Oui, bah oui. Et dans les repères ou les images que tu as reçues quand tu étais enfant et puis en grandissant, c'est quoi un peu les repères que tu as reçus à la base et comment est-ce qu'ils ont évolué avant que tu lances ce podcast ? Alors en termes d'attention, malgré le fait, mes parents étaient bouchers. Oui. Donc ils avaient quand même un emploi qui a quand même été assez dense. Oui. Je ne dirais pas le mot pénible parce que mon père adorait son métier et ma mère a accompagné mon père dans cette aventure entrepreneuriale et assez jeune d'ailleurs, à 25 ans. Et l'image que j'ai de mes parents, c'est beaucoup d'attention des deux côtés. Alors des attentions de tous les jours en fait, tu vois. Alors par exemple, c'est l'attention parce que mon père travaillait effectivement beaucoup. L'attention de ma mère, tous les matins, sa petite tasse était sortie, il avait plus qu'à appuyer sur la machine à café, elle lui avait sorti ses affaires. Alors on pourrait se dire, mais c'est une femme soumise, mais c'est pas du tout l'image que j'ai eue, moi. Ça me renvoyait pas à ça, et ma mère n'avait pas l'air de le vivre comme ça, en fait. Parce que de l'autre côté, mon père exprimait beaucoup d'amour vis-à-vis de ma mère. Ça se traduisait, je sais pas, peut-être par des petits bouquets de fleurs de temps en temps, par de toute façon, j'ai vécu dans une famille assez douce, en fait. Ils se sont sûrement disputés, mais ils avaient cette pudeur, alors qu'il y a son revers de médaille, hein, cette pudeur dans les émotions, qui fait qu'il n'y avait pas d'éclat dans ma famille, ou alors très peu. Donc il y avait cette douceur réconfortante, toujours rassurante, tu vois. Comme sur l'oreiller. Ouais. Tu vois, j'ai notamment souvenir... Un des moments de réconfort récurrents dans mes souvenirs, c'est on est allé chez des amis, je dois avoir, je sais pas, entre 8 et 15 ans, je sais pas bien, et on revient en voiture, je suis à l'arrière, mon frère est né, donc il est là, et je me sens bercée par la voix de mes parents qui gentiment débriefent de la soirée, tu vois. Mais tout est doux, tu vois, tout est doux, je suis bien, je me sens comme dans un cocon, en plus on se déplace, j'adore me déplacer, c'est dans la nuit, tu vois, et cette atmosphère de sérénité, ouais, voilà. Donc, tu vois, j'ai eu cette image. Effectivement, d'un côté, j'ai eu éducation entre guillemets un peu genrée. On va pas se mentir, de fait plaisir, parce que je suis pas sûre qu'ils aient dit ça à mon frère. C'était ma question. Je suis pas certaine. Je vais interviewer un jour mes parents. Après, voilà, c'est toujours la part de souvenirs qu'on a, tu vois. C'est compliqué en même temps de prendre ça pour fait réel, tu vois. Donc, je dis ça avec beaucoup de guillemets, de précautions, etc. Donc, moi, j'ai eu l'impression d'avoir une éducation genrée sur cet aspect-là.
En revanche, sur l'aspect conquête, sur l'aspect fais des études, ma chérie, voilà. Alors j'avais peut-être aussi une part de moi, ça on sait jamais. Hein, la part que t'as de toi, avec laquelle on est avec, il y a pas d'étude là-dessus. Entre ma personnalité, je suis peut-être née très compétitive et très battante, je ne sais pas. Mais en tous les cas, de la part de mon père et de ma mère, j'avais le même son de voix sur ce côté. Vas-y. Vas-y. Vas-y, alors avec une très forte valeur au travail. Donc, goût de l'effort, ça c'est sûr, je l'ai en moi. Enfin, tu vois, goût au sens, passion, quoi. Ça m'anime de travailler vraiment. Je fais tout ce que je fais avec passion. Si ça me passionne pas, de toute façon, j'arrête et je fais autre chose. Donc ça, ils m'ont transmis ça. Ils m'ont transmis beaucoup de droiture aussi, donc beaucoup d'action, tu vois, donc ce qu'on apparente plus à du côté masculin, de façon générale, je l'ai eu, je l'ai aussi. Et ton frère a eu le même soutien, le même support ? Ça, je peux pas parler en son nom. Je sais pas comment lui, il l'a exploité, retraduit. Et de ton regard à toi, d'observatrice, Alors, sur le papier, vraiment sur le papier, ce qui veut pas dire grand-chose, mais associé aux valeurs actuelles du travail, de ne serait-ce que le nombre d'heures travaillées. Enfin, il est dans une autre sphère que la mienne, qui fait qu'il a des journées beaucoup plus équilibrées en termes de vie privée, vie professionnelle. Non, il a traduit ça autrement. Peut-être qu'il l'a traduit, tu vois, en contre. C'est-à-dire que de voir mes parents travailler autant, notamment mon père, enfin, tu te lèves quand même 2 fois par semaine à 1h du matin pour aller à Rungis, tu fermes tous les soirs à 20h, donc ta mère elle est quand même là à 19h et elle fait l'intendance, et puis elle s'occupe de nous, mais ton père il rentre à 20h15, à 21h30 tout le monde est en train de dormir en fait, tu vois. Et le samedi, devant la télé ou le dimanche, moi, l'image que j'ai de mon papa, c'est papa est en train de s'endormir devant la télé, tu vois. C'est quand même intense. Enfin, je veux dire, là, on parle de semaines, je sais pas, il dit parfois 70 heures, 90 heures. Ouais. Waouh. Et donc, ça peut aussi générer, chez un autre enfant, le fait de dire, non, mais attends, moi, voilà, je veux pas d'une vie qui est aussi comblée par des heures de travail. Et comment cette vision de l'énergie masculine et féminine a évolué depuis que tu as lancé Sur l'oreiller ? Waouh, la question. Pardon. Tu veux dire en quoi les interviews que j'ai pu avoir me font moi-même réflire et grandir sur les énergies masculines et féminines. Est-ce que c'est venu confirmer des choses que tu pressentais ? Est-ce que c'est venu te surprendre parce que tu t'es rendu compte que des personnes avaient une perception, un vécu qui est très différent ? Quelles ont été un peu les surprises ou les questions ou les choses que ça a fait évoluer chez toi ? Alors, et plusieurs choses, parce que j'ai quand même fait 12 interviews avec des personnes différentes. Donc, voilà. Donc, par exemple, il se peut que des femmes aient été éduquées et retenues de leur éducation, ce serait plus juste comme expression, et retenues de leur éducation le fait de ne pas avoir d'émotion. J'ai eu une interview avec Mélanie qui a beaucoup travaillé pour aller rechercher, retrouver ses émotions. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a rencontré un chéri qui est dans sa vie depuis plusieurs décennies, qui lui, pour le coup, n'avait pas de sujet sur les émotions et les exprimait. Donc tu vois, là on est dans l'inverse du modèle masculin-féminin. Donc c'est toujours super intéressant de se dire, ok, tant qu'il y a une exception, ça veut dire que le modèle, il n'est pas aussi, tu vois, c'est pas la vérité universelle, quoi. Donc ça, tu vois, d'entendre ce genre de témoignage, c'est toujours riche pour ouvrir aussi et pas se renfermer dans des hypothèses toutes fermées. L'autre chose, c'est étonné quand même, oui, de me dire que le sujet des femmes par rapport à leur corps est un vrai sujet. Quasiment toutes les femmes m'ont parlé de leur corps, alors que je n'avais pas de questions précises là-dessus. Tu vois, je ne posais pas la question quel est ton rapport à ton corps. Ça venait forcément dans l'interview. Et forcément dans un aspect négatif. Des seins qui te gênent à l'adolescence, une partie de ton corps que tu n'aimes pas, que tu n'aimes toujours pas. Le fait qu'évidemment, en tant que femme, si tu es devenue maman, la transformation de ton corps, avant-après, c'est pas la même image. Donc ça, tu vois, ça m'a marqué parce que c'est vrai que là, pour le coup, par rapport à mon corps, moi aussi, il y a des parties. Si mes cousines m'entendent,
J'ai toujours eu un souci depuis l'adolescence sur mes cuisses. Voilà, je fais une obsession sur mes cuisses. Et ça, voilà, quelque part, ouais, c'est en même temps rassurant de te dire qu'entre femmes, on a toutes des sujets sur une partie de nos corps. Donc voilà, il y a des choses qui vont rassurer, mais je mets des guillemets, parce que voilà, à un moment donné, ça serait bien de dépasser le sujet de mes cuisses. Et c'est apparu à quel moment? De quoi, l'histoire des cuisses? Le rapport au corps en général est alors particulièrement souvent à important. l'adolescence quand même. Souvent à l'adolescence en fait. C'est le regard des autres ou c'est juste la modification de comment on se sent dans son corps qui influe? Je sais plus trop parce que j'étais jeune, mais dans les interviews, on m'a plutôt rapporté, voilà, par exemple le fait d'avoir des seins, tu vois, très. Et c'était à la fois le regard des autres et à la fois soi. C'est un peu un mélange des deux, tu vois. Moi, mes cuisses, c'était... je pense qu'il y avait l'histoire déjà des vergetures, parce que forcément, à un moment donné, j'ai dû prendre, tu vois. C'est pas que je faisais... C'est juste que, voilà, tu grandis. Et puis, nous, ça nous marque en vergeture en tant que jeune femme, jeune fille. Nous aussi, hein. Et vous aussi, mais on les voit moins, il y a les poils. Mais moi aussi, je veux mettre des poils. C'est ça, le camouflage. Donc, tu vois, ça arrivait vers ces eaux-là et c'est un mélange. Ouais, j'ai du mal à démêler tu vois, la part du regard des autres et la part de toi. C'est très difficile. Ça se mélange. Ça se mélange, quoi. C'est compliqué de dire que c'est plus la société que toi. Je pourrais pas dire. Je dis qu'il y a un peu des deux, quoi. Okay. Et c'est sûr que si la perception de la société change, bien sûr le regard sur toi il va changer, hein, voilà. Sûr. Alors après, on essaye un petit peu de faire dans les deux sens. J'essaie un peu de changer le regard sur moi. Et l'autre sujet que quand même j'ai abordé et qui a été, je pense, un sujet sur lequel j'étais un peu dans le, comment dire, je sais pas, j'avais camouflé ça, tu vois, je laissais ça au fond de moi en me disant bon. Ok, on sait que ça existe. Bon, voilà, ça m'est arrivé aussi. Mais c'est toutes les petites agressions sexuelles, tous les petits harcèlements sexuels, tu vois, quand t'en parles avec d'autres femmes qui sont plus jeunes, tu vois, et puis qui en ont encore. Et moi encore à mon âge, tu vois. Alors il s'avère que maintenant je mets des petits blousons courts. Je saurais pas dire depuis quand. Franchement, je sais pas vous dire depuis quand. Depuis déjà plusieurs années. Peut-être que là, de façon plus marquée, le blouson est court et je me retrouve du coup j'ai des pantalons qui moulent effectivement le postérieur et donc je me retrouve au moins une fois par mois à avoir une remarque sur le sujet dans la rue comme ça, j'ai rien demandé, beau cul, enfin voilà, et j'ai rien demandé. Et tu vois, encore dernièrement ça m'est arrivé il y a une semaine. Et donc maintenant, ce que je fais, je m'arrête et je fais pardon d'un air un peu quand même, tu vois, soutenu, tu vois, déterminé. Et là, la personne m'a dit, qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression que vous m'avez dit beau cul. Il me dit, non, pas du tout. Non, je dis, j'ai l'impression, je vous ai entendu me parler. Il me dit, pas du tout, j'étais en train de chanter. Ah oui, il assume pas. Donc il assume pas. Je suis quand même assez persuadée qu'il n'était pas du tout en train de chanter. Donc je tiens, tu vois, quand même un peu la conversation, tu vois. Et puis il finit par me dire, mais ça vous dérangeait ? Je fais, de quoi ? Qu'est-ce qui me dérangeait ? Et là, tu vois, tu sens qu'il perd un peu le fil, quoi. Donc je tiens. J'essaye de me dire, bon, c'est la fameuse phrase, hein, il faut que la peur change de camp. Ouais. Parce que même à 47 ans et demi, tu vois, quand je me balade dans la rue le soir, qu'il est 1h du matin, j'ai toujours une petite appréhension. Alors j'ai été éduquée dans ça. Alors là, pour le coup, vraiment beaucoup dans ça. Des phrases de fais attention. Tout le temps. Mes parents, ils avaient toujours peur pour moi. Quand je rentrais un quart d'heure en retard, c'était la panique. Ils avaient déjà limite appelé la police. Je leur en veux pas. Je leur ai posé la question. Je leur ai dit, mais il s'est passé quelque chose dans la famille pour que vous soyez comme ça. Et récemment, ils m'ont répondu non, mais on entendait tellement d'histoires que voilà, ils ont mis ça dans leur besace. Et ça a été énormément reporté sur moi et évidemment pas du tout sur mon frère. Étant un garçon, on se pose moins d'inquiétude. Ouais. Et malheureusement, il y a aussi des agressions qui sont moins dans l'espace public de jeunes garçons et de jeunes hommes. Mais oui, c'est moins en tout cas dans l'espace public et c'est moins présent de manière, on va dire, sociétale. Mais c'est dans l'intimité des familles et des foyers, il y a pas mal d'agressions aussi pour les hommes. Mais mais ils ne tous pas en parler. Parce que j'ai croisé des hommes qui ont eu des histoires pas très chouettes à 13 ans, avec des femmes plus âgées. Ah non, je pensais même... Tu pensais même, même dans la rue, dans l'espace public. Ouais. Je vois bien. Et alors, en dehors de la surprise de découvrir d'autres façons de
de voir de ce rapport au corps-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont évolué ou qui ont bougé dans ce... Alors, côté homme, tu vois, il y a une interview qui m'a marquée, c'était celle avec Bertrand de Lasselle, qui a sincèrement exposé la manière dont il avait été éduqué et qui a dit cette phrase qui est « J'ai été éduqué de telle façon, être un homme, c'était ne pas être une femme. » Donc, pas de rose, pas de parfum, pas d'émotion. Et cette phrase, elle me marque encore aujourd'hui. C'est-à-dire, je me dis... Et il s'avère que j'ai lu beaucoup depuis plusieurs années sur ces sujets masculins-féminins, et que récemment encore, j'ai lu La domination masculine de Pierre Bourdieu, et qu'il dit exactement, tu vois, donc en mode chercheur, sociologue, beaucoup d'hommes se sont construits contre les femmes. Il faut surtout pas être comme une femme. Une femme, voilà, avec la faiblesse du rose, du parfum, de la vulnérabilité, des émotions, etc. Et je me dis que si ça concerne effectivement, potentiellement beaucoup de personnes hommes, je comprends certains sujets du jour. C'est clair. Je comprends notamment, voilà, et c'est écrit déjà, je suis pas la première à le dire, pourquoi l'image des homosexuels est très peu appréciée, enfin ça rend les hommes mal à l'aise, voire les hommes, tu vois, le critiquent, enfin de façon complètement gratuite du coup. Donc ça explique plein de choses, quoi. Ça explique plein de choses. Et puis si du coup les attributs féminins, contrairement aux attributs masculins, sont jugés comme négatifs. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que demain, un homme n'a pas du tout envie ni d'être doux, ni d'être empathique, ni de prendre soin, parce que ça va être jugé comme pas bien. Enfin, c'est pas viril. Voilà, c'est pas viril. On l'a dit. Voilà. Non, mais tu vois. Donc du coup, voilà, il faut pas non plus qu'on s'étonne que moi je rêve. Mon grand rêve, c'est que des hommes et des femmes soient dans la rue pour demander un congé paternité beaucoup plus long. Oui, bien sûr. Voilà, quand on arrivera à ça un jour. Et donc, mais en même temps, voilà, partant de ça, de ce que dit Pierre Bourdieu, de ce que me dit Bertrand, de ce qui a été déjà dit dans plein d'ouvrages, donc je veux dire, c'est quelque chose de vrai, d'universellement vrai. Après, je connais pas le volume de personnes concernées par une éducation anti-femme, quelque part. Ouais. Je connais moins d'éducation, j'ai moins eu de retour, en tous les cas, jusqu'à maintenant, moins vu de choses, d'expériences sur des femmes qui ont été éduquées contre les hommes. Ouais. En disant, faut surtout pas être un homme. Pas trop, tu vois. Alors, on a plus axé sur tiens-toi bien, faut être féminine. Voilà, mais on n'a pas dit. On ne nous dit pas texto. Enfin, je n'ai pas eu en tous les cas de retour là-dessus. Peut-être que ça arrivera un jour, hein, mais j'en ai pas eu de façon aussi massive en tous les cas sur ne sois pas un homme. Enfin, tu vois, ne fais pas comme les hommes. Alors, de temps en temps aussi, tu as quelques témoignages sur les fameux cas, parce que du coup, on va dire que c'est des cas, puisqu'on a même trouvé une expression, tu sais, pour dire garçon manqué. Oui, bien sûr. Mais on n'a pas l'équivalent de garçon manqué pour une... tu vois, il n'y a pas femme manquée. Non, il n'y a pas femme manquée. On vous dit pas ça, à vous. Non. Alors, tu vois, c'est étonnant. Donc, voilà, peut-être dans ces témoignages-là de jeunes femmes à qui on disait tu te comportes comme un homme parce que tu bouges trop, parce que je sais pas, t'es trop dans l'action, enfin tu vois. Voilà, mais sinon c'est globalement comme on a été quand même façonné pour être plutôt féminine que masculine. Ouais, c'est un double mensonge en fait, parce qu'il y a un premier mensonge qui est la qualité qu'on attribue à l'énergie féminine est un défaut finalement. Oui. Ça c'est un premier mensonge. Deuxième mensonge, ça n'est que un attribut féminin, alors que c'est pas le cas en vrai. Et en plus c'est stigmatisé, c'est-à-dire que ça enferme complètement les deux rôles quelque part dans des cases qui leur vont pas du tout. Ton témoignage d'énergie d'entrepreneuse, etc. est la preuve vivante que cette énergie-là, elle peut tout à fait s'exprimer de manière harmonieuse et te profiter, te rendre heureuse. Et un homme peut être tout à fait dans la douceur, dans l'écoute, dans l'empathie et être très heureux comme ça aussi. Et c'est pas
c'est totalement complémentaire. Finalement, c'est comme si les rôles pouvaient, en fonction des situations, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, et quand je t'écoute, je le vois apparaître comme ça, c'est que finalement ce sont des rôles qui s'échangent en fonction des situations et des besoins. Oui, je suis assez d'accord parce que tu vois, c'est comment finalement, je vais reprendre un mot que j'aime bien, comment faire circuler ces énergies masculines et féminines dans les situations, entre des personnes, que ce soit des hommes, des femmes, des non-binaires, peu importe. C'est juste qu'en fonction des situations, parfois, c'est cette énergie dite masculine qui va aider à faire avancer une situation. Parfois, ça sera plus une énergie dite féminine qui va aider à débloquer un point ou à lancer quelque chose. Et aujourd'hui, les pistes que tu as envie d'explorer avec ton podcast ou à titre personnel dans ces sujets-là, c'est quoi les thèmes qui te tiennent à cœur ? Alors, dans la saison 2, là, je vais surtout me diriger plus qu'au-delà de se demander qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce que le masculin, qu'est-ce qu'est le féminin, qui était le thème de la saison 1. La saison 2, je vais plus sur le terme de qu'est-ce que la puissance masculine, qu'est-ce que la puissance féminine et qu'est-ce que l'énergie de ces deux puissances cumulées peut venir nourrir le monde et faire qu'il soit, comme je dis dans mon podcast, plus doux, plus juste et plus vrai. Qu'est-ce qui t'a donné envie de réunir ces deux énergies-là dans les thèmes que tu as ? C'est le fait d'interviewer et l'une et l'autre personne qui, à un moment donné, tu t'es dit, tiens, il y a quelque chose à faire en les réunissant ? En fait, quand j'ai eu l'idée de faire sur l'oreiller, mon rêve idéal, c'était d'interroger, quel que soit l'angle que je prenais, à la fois de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Pour X raisons, ça ne s'est pas fait dans la saison 1. J'ai interrogé des personnes plutôt en solo. La saison 2, je vais alterner à la fois des solos, mais qui sont un peu plus experts et qui sont qui ont beaucoup déjà réfléchi à travers leur activité, leurs préoccupations, leur mission de vie, ce qu'est le masculin, le féminin en termes de puissance. Donc, notamment, j'ai la chance d'avoir interviewé Solène Thomas, qui a fondé Éclore, qui a fondé Debout Citoyenne et qui est dans cette envie de transition sociétale vers du meilleur entre les hommes et les femmes. Par exemple, j'interroge aussi Edith Maruet-Jules, qui a un métier que je ne connaissais pas, qui s'appelle géographe des genres, et qui est donc une activité qui s'intéresse à comment tu réagences, tu revisites les espaces des cours d'école pour qu'ils soient à la fois porteurs de masculin et de féminin. Hyper intéressant. Donc, tu vois, quand je vais chercher des personnes solo, je vais chercher, des personnes qui réfléchissent au masculin et au féminin. Et puis, je vais donc interroger des duos. Donc, des duos qui sont masculins et féminins. Enfin, donc, pour le coup, un homme et une femme, qui constituent des duos dans la vie privée, dans la vie professionnelle, dans une vie artistique, dans une vie associative. Si l'essentiel, les choses les plus précieuses de la vie, c'est-à-dire la transmettre, se font à deux, ce sera intéressant de voir comment, d'un point de vue symbolique, sur des projets ou sur des parcours de vie, ça se matérialise. Exactement. Et tu vois, j'ai commencé par interroger un couple qui venait juste d'avoir un enfant. Donc, elle a encore 1 an, la petite. Et c'était intéressant, ça va l'être, je l'espère, d'interroger en plus un couple où c'est la maman, la future maman, qui était dans un désir d'enfant, mais qui était assez bousculée. Donc, c'était pas automatique chez elle, quand ça l'était complètement chez son partenaire masculin. Donc, tu vois, encore des histoires qui sont un peu à contrepenser, contre-intuitive, parce que ça aussi, on a un peu une injonction à forcément t'es une femme, donc forcément t'as envie d'un enfant. Bah non, peut-être pas, et ce n'est pas grave, je serai heureuse quand même. Voilà, et tant mieux si des mamans, des femmes se réalisent aussi à travers la maternité en fait. Donc ça va être, je pense que ça va être une autre forme de richesse dans la saison 2, puisque on va plus chercher
la combinaison des deux, ce qui n'était pas le cas dans la saison 1. Et alors pour revenir à la saison 1, justement, c'est quoi un peu les témoignages que tu as reçus, les personnes qui t'ont écrit ou qui, après le podcast ou après l'interview, se sont un peu plus peut-être livrés? C'est quoi un peu les feedbacks que tu as déjà eus? Alors, ce qu'on m'a dit, c'est... Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que quand j'ai eu des commentaires de personnes qui écoutent déjà beaucoup de podcasts sur le sujet. Parce qu'il y a quand même déjà une offre pléthorique. Ah oui? En tous les cas, sur le sujet féminin. D'accord. Tu vois? Sur le sujet féminin et masculin, mélangés en même temps, un petit peu moins. J'ai pas fait d'études de marché, pardon. Je n'ai pas fait ce qu'on doit faire normalement. Vite, un benchmark. Ouais. Donc je n'en fais jamais, parce que sinon après j'ai l'impression que je vais être... je ne serai plus inspirée. Non, mais je vais plus être inspirée. Je vais plus arriver à avoir des nouvelles idées. Bon. Donc, à ma connaissance, évidemment, il y a beaucoup de podcasts qui parlent de du féminin. Un petit peu moins du masculin. Ou s'ils le font, c'est chacun de leur côté. Ouais. Donc, j'étais très contente de la part de ces personnes qui me disaient j'écoute beaucoup de podcasts et j'étais contente de trouver ma place dans une offre quand même que je sais pléthorique. Et que du coup ça avait un intérêt pour ces personnes de cet angle que j'ai choisi masculin-féminin et comme retour ce que j'ai eu aussi c'est qu'on appréciait beaucoup le côté doux, assez rassurant, assez réconfortant, comme tu disais tout à l'heure. J'ai voulu reproduire l'ambiance je suis en train de conscientiser. Alors en fait, j'ai voulu reproduire l'ambiance de l'arrière de la voiture quand je rentrais avec mes parents la nuit. Bon voilà, ça y est, c'est dit. Donc voilà, c'est le genre de retour que j'ai eu aussi, ouais. C'est vrai. C'est chaleureux et rassurant. Je tant mieux. Et si tu avais envie de donner un peu les bénéfices ou en tout cas les choses positives que ça apporte dans la vie pour donner envie justement à encore plus de personnes de s'intéresser à ces sujets-là, en tout cas de se questionner soi-même, de questionner ses proches, ses partenaires, qu'est-ce que tu pourrais dire pour donner envie à plus d'hommes et de femmes à justement explorer un peu leurs différentes parts et qu'est-ce que ça apporte comme chose agréable et positive dans la vie quotidienne? Alors peut-être qu'avant d'être dans le sujet, c'est dans le format que j'ai choisi. Je trouve que le format du podcast, c'est peut-être encore un des rares formats aujourd'hui où tu prends le temps, t'es dans une bulle. On n'est pas dans le débat, ce que j'appelle chaophonique, donc un mélange de cacophonie et de chaos, sachant qu'on ne peut pas mettre un deuxième S à chaos, mais qu'en ce moment, on est quand même dans une période de multi-chaos. Ouais. Donc, j'invite les personnes qui sont en train d'écouter un podcast pour la première fois à continuer. Voilà, parce que je trouve que déjà, tu vois, le format podcast, il apporte une bulle d'évasion, de respiration, de moments un peu d'introspection. Parce qu'en fait, le fait d'écouter, tu vois, à l'oreille, t'es dans un moment un peu isolé du monde, mais isolé positivement. T'es pas détaché du monde, puisque t'es en connexion avec des personnes qui sont en train de parler. Donc ça, déjà, je pense que tu vois, encore plus populariser l'usage du podcast. Je suis contente d'y participer puisque j'en ai créé un. Et quant au thème, pour avoir été, je vais reprendre une expression que m'a dit ce matin Marina Rachlein, coucou Marina, avec qui je discutais ce matin et qui me disait que elle, comme moi, elle a eu cette expression, j'ai l'impression d'avoir été dans le coma de ces sujets pendant des années. Et moi, c'est la même chose en fait. J'ai pas trouvé meilleure expression depuis ce matin de dire j'ai été dans le coma de ces sujets masculins, féminins, jusqu'il y a encore 2 ans et demi. Ouais. Et en fait, quand je suis tombée de ma chaise plusieurs fois, en découvrant, en ayant un autre regard sur ce que j'avais vécu, sur ce que j'avais supporté, enduré, ce que j'avais moi-même mis en place, on est co-responsable dans n'importe quelle relation, que ce soit de l'amitié, professionnelle ou autre, je me suis dit qu'il fallait... absolument que j'apporte ma pierre à l'édifice pour que d'autres personnes se rendent compte, peut-être avant 45 ans, qu'il y a quand même des vrais sujets masculins, féminins, profonds. Je veux dire. Donc au-delà, tu vois, si on prend un exemple très concret, on va prendre l'exemple de la loi là qui a été signée. Alors là, je vais faire contexte business. Donc il y a une loi qui est passée, la loi Rixin. Donc d'ici
2030, dans tous les comités de direction des entreprises de plus de 1000 personnes, tu devras avoir systématiquement 40% de femmes et 60% d'hommes. Aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui encadre cette répartition homme-femme Et pourquoi pas au sein des 50-50? comités de direction. Écoute, pour l'instant, ils sont partis à... Voilà. Et 2027, c'est 30-70. Tu vois, ils ont fait ça par... Ah oui, donc l'engagement, c'est 30-70. L'objectif qu'on ne veut pas décourager tout le monde. Je pense, parce D'accord. qu'aujourd'hui, en moyenne, on doit être entre 10 et 15% à peu près. Ah oui. Et dans certaines entreprises, c'est certainement moins de 10%. Après, bien sûr, ça dépend par secteur, etc. Mais globalement, voilà, si tu regardes les chiffres macro. Donc, par rapport à cette loi qui a été votée, c'est super intéressant de voir les réactions qui sont en train d'arriver sur le sujet, parce qu'il va bien falloir qu'on prépare le sujet. Hein. On va pas dire en 2029, tiens, au fait, demain, il faut qu'on nomme plusieurs femmes en plus, donc ça se prépare. Et là, il y a une sorte de pelote de laine magnifique qui est en train d'arriver, où dans la pelote de laine, tu as à la fois le fait que tu vas avoir des commentaires sur « oui, mais du coup, ça va créer une nouvelle inégalité ». Parce que du coup, les hommes, qui jusqu'à maintenant n'avaient été moins en concurrence, puisque par définition, on avait l'air de prendre plus des hommes pour des comités de direction que des femmes. Donc ça va recréer une autre inégalité. Tu as ce genre de remarques. Tu as la remarque aussi, oui, enfin bon, si c'est comme ça, c'est bien, on a bien recruté par la compétence. Sous-entendu, les hommes sont donc manifestement plus compétents que les femmes pour en arriver là. Waouh, tu vois, c'est quand même des remarques, tu vois, à prendre en compte. Il faut les prendre en compte, il faut pouvoir argumenter sur ce genre de remarques. Tu vas avoir aussi le fait que certaines femmes vont dire aussi à juste titre, j'ai moi-même arrêté juste avant de continuer à monter parce que je n'ai pas envie de terminer à des heures impossibles, je n'ai pas envie d'être dans ce genre de poste pour X raisons. Donc là, il va falloir aussi mieux comprendre pourquoi. Est-ce que c'est des raisons qui peuvent être réglées, résolues ? Si par exemple on prend la question pragmatique du temps. Bon, est-ce que demain on change de culture en France ? Alors pas du jour au lendemain, et qu'on prend inspiration en Scandinavie, aux Pays-Bas, où on se dit qu'on arrête la culture du présentéisme. Donc voilà, on arrête tous de travailler à 18h30. On commence peut-être plus tôt. Et puis, alors ça paraît simple quand je le dis, hein, je sais très bien que tout ça c'est très 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 compliqué et très complexe. Mais je donne juste des exemples pour dire, il y a certaines femmes qui n'ont pas voulu de toute façon aller plus haut, parce qu'elles n'avaient pas envie d'avoir un emploi du temps qui ressemblait à... Voilà. Et qu'elles soient maman ou pas d'ailleurs. Oui, bien sûr. Enfin, tu vois, ça n'a rien à voir. Il y a aussi, tu vois déjà, t'as 3-4 éléments là de la pelote de laine. Il faudrait que j'en fasse un article. Il y en a au moins 10, je pense. Donc, ça va être très intéressant, je trouve, dans l'époque dans laquelle on vit. On est dans une époque, j'ai dit tout à l'heure qu'on était dans une époque de cacophonie, mais en vrai, si je le tourne positivement, et on est quand même dans une époque formidable de transition, de réflexion, d'introspection sur la remise en cause de plein de sujets. On arrive au bout d'un modèle, en tous les cas, des façons d'être et d'agir qu'on a eu jusqu'à maintenant. On le sait bien. J'ai pas besoin de détailler ce sujet. Je pense que tout le monde le sait. Donc, je trouve que c'est formidable d'être dans une période où on est en train de se remettre en cause, quoi. Tu vois, alors on est perdu, on est déboussolé. La question du genre, elle est en plus très intéressante en ce moment, puisqu'il y a des personnes qui disent « mais moi, je ne me revendique ni homme ni femme ». Bah, du coup, ça vient nous re-questionner. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme ? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme ? C'est exactement, je fais un parallèle avec l'intelligence artificielle. Quand l'intelligence artificielle est arrivée, bah, ça vient nous re-questionner sur notre intelligence à nous. Tu vois ? Comme par hasard, quand l'intelligence artificielle fait une déferlante, tu vois plein de choses arriver sur l'intelligence émotionnelle. Alors, c'est grâce aux neurosciences, on a plus de facilité et d'outils aujourd'hui pour un peu mieux nous comprendre. Mais tu vois, c'est intéressant, en fait, d'avoir une forme de phénomène qui peut paraître juste, tu vois, anecdotique pour certains, mais qui sont surtout questionnants, en fait. Et vraiment dans la vie quotidienne, dans une famille, en tant que parent, en tant que jeune adulte qui se pose des questions, en tant que nouveau salarié dans une entreprise au début de sa vie professionnelle, ou dans le cadre d'une relation amoureuse, ou dans le cadre d'une association, dans une équipe avec des hommes et des femmes, c'est quoi l'avantage concret de s'interroger sur ces questions-là ? Bah, je pense que ça
peut t'aider à prendre conscience de ton système, Ouais. de ton schéma mental, de tes pensées réflexes. Je donne souvent l'exemple de mon fils qui, en début de première, début de seconde, m'a dit « Maman, je vais mettre du vernis. Ouais. » Il a fallu que je stoppe mon cerveau, parce que mon cerveau était en train de me débiter une série de phrases que je savais être complètement incongrues et déplacées, qui n'étaient que des pensées automatiques. Ouais. Bah oui, un garçon, ça met pas de vernis. En plus, quelle couleur il va mettre. Puis de toute façon, faut pas faire ça à l'école. Enfin, tout, voilà, je trouvais plein, évidemment, d'arguments pour dire à mon fils non, c'est pas une bonne idée que tu mettes de vernis. Donc, tu vois, donc j'ai fait un temps de silence, en fait. J'ai laissé ces pensées arriver, me dire oui, mais en même temps, enfin, là, t'es en train, en gros, de penser, on va être clair, hein, que se mettre du vernis, c'est féminin, donc ça se fait pas, parce que c'est un garçon, il faudrait pas qu'on pense que c'est pas un garçon. Ouais. Ouais. Ou que c'est un garçon efféminé. Tu vois, elles sont arrivées, les pensées. Donc je trouve que c'est intéressant, tu vois, même quand, du coup, on écoute les autres, on écoute des parents dans un square, tu vois, même si nous, on n'a pas d'enfants, ou si même si on n'est pas entouré d'amis qui ont des enfants, tu vois, de voir ce qui est en train de, tu vois, d'évaluer avec d'autres lunettes, en fait. Comment potentiellement on peut, sans en avoir complètement conscience, façonner. C'est un peu fort de dire conditionner, mais ça peut l'être, tu vois. On conditionne les corps, on nous conditionne dans un genre. Ah bah, une petite fille, dans un jeu au parc, il faut moins qu'elle bouge qu'un petit garçon, par exemple, tu vois, tu t'incites moins peut-être, je sais pas, mais tu vois, en tous les cas, de se re-questionner dans son écosystème propre, tu vois, que ce soit vis-à-vis de nos parents, nos frères et sœurs, nos amis. Et je trouve ça super. Et après, chacun ça développe notre esprit critique, en fait. Hein. Oui. Alors là, en gros, c'est un gros terrain pour ça. Hein, tu vois. Et ensuite, de se dire, ok, qu'est-ce que moi je fais de tout ça ? Comment moi-même, quand des pensées réflexes m'arrivent, qu'est-ce que j'en fais, quoi ? Et si je la dis, est-ce que je le dis pas avec un petit sourire d'autodérision en mode, voilà. Donc, si je reformule, ça permet de se libérer finalement d'automatismes qu'on a reçus et qui sont pas forcément des choix personnels. Oui. Ça permet de mieux connaître à la fois soi-même et puis d'ouvrir une conversation pour peut-être aussi découvrir les sensibilités, les questionnements, les peurs ou les désirs des personnes qui nous entourent. Exactement. Tu rentres plus dans la psychologie potentiellement ou la façon de faire du féminin, la façon de faire du masculin. Mais c'est perturbant, hein ? Ah oui. Tu vois, moi je le fais avec le partenaire avec qui je partage ma vie. Parfois, c'est compliqué. Et pour l'un et pour l'autre. Mais au final, on s'en sort grandi. On s'en sort grandi parce que c'est des conversations profondes, c'est des conversations, tu vois, riches, où chacun vient un peu bousculer l'autre sur sa façon de vivre au monde, tu vois, et de se percevoir en tant qu'homme, en tant que femme, et comment tu le fais comprendre plus ou moins à l'autre, et parfois de façon peut-être qui peut être réceptionnée d'une autre façon par l'autre, parce que l'autre, il n'est pas dans le même... dans le même giron, quoi. Donc, quand tu as compris tu vois, le terrain de jeu masculin et le terrain de jeu féminin, avec chacun, évidemment, sa part d'histoire singulière. Hein. Bien sûr. Du coup, tu développes ta tolérance aussi, quoi. Tu développes le fait que sur certaines réactions, peut-être tu pars moins vite. Tu pars moins vite en oh, ça va pas. Tu dis ouais, attends. Là, repose le cadre, rappelle-toi de l'histoire, rappelle-toi du masculin féminin. Est-ce que ça augmente la qualité des relations ? Est-ce que ça augmente le plaisir partagé ? Ça augmente en fait un truc qui s'appelle l'intimité. Et la connaissance profonde d'un être, et à travers son regard, la connaissance profonde aussi de ta propre intimité. Ouais, c'est très beau ce que tu dis. Je crois que c'est ça. Bon, on a trouvé le bénéfice majeur de sur l'oreiller. Alors, on pourrait peut-être donner un conseil pour cet hiver qui arrive et qui annonce pour les plus chanceux de longues soirées devant le feu de cheminée. On pourrait conseiller à tes auditeurs et auditrices d'écouter un podcast, un épisode, et puis ensuite de passer la soirée à en parler. Exactement.
Et de voir déjà dans les 12 premiers de la saison 1 quel est le thème qui vous attire le plus, hein, parce qu'il y a effectivement, il y a des épisodes qui sont plus tournés vers le féminin, d'autres vers le masculin, d'autres un peu des deux, d'autres ni l'un ni l'autre. Je me sens ni masculin, ni féminin, ni homme, ni femme, ça c'est Valentine. Et voilà, l'épisode qu'on a fait tous les deux qui est plus sur la rencontre des corps. L'épisode de Bertrand qui est aussi sur le questionnement des genres et qui nous dit mais finalement ça va être compliqué maintenant de faire des compliments à l'autre genre si c'est considéré comme un compliment qui est trop genré. Je le rejoins, je comprends son propos. Donc oui, c'est ça, c'est vrai d'écouter à deux en même temps. Je sais qu'il y a certaines dans mon entourage, alors c'est beaucoup les femmes. Merci les femmes, merci les filles de faire écouter à leurs compagnons, tu vois. C'est souvent comme ça. Hein. Oui. Il y a plus de toute façon d'auditrices sur les podcasts aujourd'hui que d'auditeurs. Et surtout sur ces sujets-là. J'ai sûrement une audience plus féminine. Mais du coup, voilà, elles font écouter le podcast à leurs compagnons. Il y avait une phrase un jour qui m'avait traversé l'esprit qui était que les femmes font circuler la parole. Oui. Et ça se confirme dans ce que tu dis. Tout à fait, tout à fait. C'est top. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour nous partager un peu tous les plaisirs, les surprises que tu as pu vivre dans toutes ces rencontres? C'est quoi un petit peu ton, on va dire, pas le mot de la fin, mais en tout cas... voilà, c'est une saison qui se termine, une autre qui s'ouvre. Livre-nous un petit peu ton sentiment en quelques phrases. Je trouve que dans une période où tout va très vite, tout nous est amené comme un plateau d'argent, tu vois, faut mettre des étoiles à droite à gauche, ouais. Tu veux être livré en 5 minutes, c'est possible, alors même si tu le fais pas et que t'as pas du tout les revenus pour le faire, on est quand même entouré de messages comme ça. Entouré de tout est plus simple, tout est plus accessible, tout va plus vite. Et je pense qu'on est dans une période qui demanderait plutôt des temps longs. Oui. Parce que pour régler l'ensemble des sujets qu'on a à régler, puisque comme on l'a dit, on est au bout d'un modèle, si on s'inscrit pas dans un temps long, dans un temps d'introspection et un peu d'auto-réflexion sur, à notre échelle, comment on vit tout ça et comment on fait autrement, dans tous nos sujets, hein, c'est impossible en fait. Donc peut-être que mon dernier message, c'est sur... tout comme moi, finalement, pour une des rares fois de ma vie, je m'inscris dans un temps long avec ce podcast, mais vraiment très très long. Hein. On en a pour au moins 10 ans, je vous le dis. Hein. D'habitude, je fais des cycles de 3 ans. Bon. Putain, j'espère que personne ne réécoutera cet épisode. Non, je rigole. Mais bon, voilà. Là, moi, c'est vrai que je m'inscris dans un temps long avec ce podcast, et je m'inscris dans un temps qui n'est pas, et ça c'est nouveau pour moi, qui n'est pas relié à de la performance. C'est-à-dire que c'est tu vois... J'en ai fait des actions qui étaient pas liées à la performance, bien sûr, mais celle-ci, elle est vraiment... Je m'investis beaucoup, en fait. Ça prend beaucoup de temps de lancer 12 épisodes et d'en faire un par semaine. Ouais. La saison 2, faut beaucoup de... Tu vois, j'ai dû retrouver l'élan, là, pour repartir. Tu sais, j'ai un peu de repartir à la fois en quête et en conquête, en fait. Pour le coup, c'est les deux, tu vois. Alors, vous le voyez pas, mais Caroline a une gestuelle qui est très symbolique. Symbolique. Donc, tu vois, ce mouvement où tu te remets en marche vraiment et tu te dis, OK, là, c'est un marathon, quoi. Ouais. Tu vois, c'est un marathon, je me remets en marche pour une saison 2. Et pour autant, donc sans critères de performance à la clé, enfin, tu vois, je suis pas là à me dire, il faut absolument que j'ai X milliers d'écoutes. Je fais ça dans une démarche, c'est comme si c'était une flamme, une forme de puissance intérieure, vraiment, quoi. Ça me dépasse. C'est-à-dire, je ne peux pas ne pas continuer, indépendamment du fait que ça me prenne beaucoup de temps, mais tout ce temps, c'est du temps de, voilà, beaucoup de plaisir et beaucoup d'intimité, tu vois, que je crée avec les personnes que je rencontre. Et voilà, et donc je souhaite à toutes et à tous, finalement, d'avoir en ce moment quelques temps longs, quelques temps d'intimité avec soi-même et avec les autres. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, si tu avais quelque chose à leur proposer, peut-être aussi à leur demander, pourquoi pas, pour continuer de faire connaître ton travail,
Qu'est-ce que tu aimerais Alors c'est vrai que j'appelle pas beaucoup dans mon podcast, comme certains le font, ou comme ils font sur YouTube, à dire mettez un pouce, mettez des étoiles et mettez des commentaires. Bon, bah je fais un appel. et après, j'ai aussi un compte Instagram, donc vous pouvez m'écrire des messages sur le compte Instagram sur l'oreiller pour me partager vos réactions, quoi. Voilà, plus intime, en quoi une des émissions vous a... Je vais peut-être pas dire il y a eu un avant et un après, mais quoi que parfois, si, un podcast, ça peut te faire un avant et un après, quoi. Donc, en quoi ça c'est sur votre chemin. Qu'est-ce que ça apporte à votre chemin, voilà. Et que vous me partagiez ça sera un cadeau. Alors, tu m'as très joliment fait découvrir des cartes tout à l'heure. Ah oui, c'est Dixit. Voilà. C'est des cartes avec des images symboliques dessus, et de temps en temps, avec mes invités, je me prête à ce jeu-là. Alors je vais essayer de les remuer un peu pour les mélanger. Pour être sûr que je prenne pas la carte 12, qui est celle que j'avais prévue, n'importe quoi. Et puis je trouve que c'est joli parce que c'est des graphismes hyper symboliques. Enfin, je connaissais pas, c'est toi qui me l'as fait découvrir tout à l'heure. Et je trouve que c'est une jolie initiative pour poursuivre la conversation. Donc je vais te demander d'en choisir une. Et c'est pour répondre à quelle question? Parce qu'il faut que je pense à la question en même temps. Oui. Alors, ça serait quoi la question la carte va m'aider, à laquelle la carte va m'aider à répondre? Alors il y a plusieurs questions que j'avais en tête. Bon, évidemment celle de quelle est la différence, ou en tout cas ta définition de la quête et de la conquête. Ça c'est effectivement un sujet important. Qu'est-ce que le masculin et le féminin, c'est quoi la question que toi t'as? Non, mais c'est bien là. Qu'est-ce que le masculin et le féminin? Parce que du coup, ça fait pas déjà la réponse avec conquête et quête. Tu vois, parce que ça, c'est déjà une réponse. C'est mon niveau de réflexion actuel qui va sûrement encore changer. Donc, je vais prendre cette carte. Donc là, on pose la question de qu'est-ce que le masculin, qu'est-ce que le féminin? Les deux en même temps. Attention. Ah bah c'est pas mal. Bon, déjà c'est des oiseaux. Alors ça me fait bien rigoler parce que mon entreprise depuis 9 ans s'appelle Bee-Birds. Donc voilà. Et je m'appelle. Alors non, il n'y a pas le site. Tu sais, il n'y a pas de site Bee-Birds. C'est le site Caroline Loisel. Je m'appelle Loisel, hein, donc forcément Loisel, l'oiseau, tout ça. Loisel, n'oublie pas ton L, comme m'avait dit mon professeur de 4e, parce que j'avais écrit L-O-I-S-E. J'avais dû écrire mon nom au dernier moment parce que j'étais à la bourre pour rendre ma rédaction. Donc voilà, c'est très intéressant de tirer des oiseaux. Donc le masculin et le féminin, donc des oiseaux. Eh bien oui, parce que le masculin et le féminin, c'est pour quitter les branches sur lesquelles on est, quoi. Enfin, je sais pas, je pense que le masculin et le féminin, on est tous les deux sur des branches, qu'elles soient différentes, très bien. Heureusement qu'elles sont différentes. Bien sûr. Gardons ces différences. Mais juste, acceptons-les, mélangeons-les, donnons-leur une force plus incroyable qu'en restant chacune isolée. Donc voilà, tous ces oiseaux là qui s'entrecroisent et qui sont dans un élan d'action, tu peux le constater, Ruben. Très joli. Je pense que c'est exactement à l'image de, quand je parle, tu vois, d'harmonie des relations entre nos énergies masculines et féminines, tu vois. Donc je suis pas dans le sujet homme-femme, t'es un homme donc t'as que 100% d'énergie masculine, non, c'est pas ça. C'est, tu vois, je pense qu'on sera tous et toutes beaucoup plus puissants, quoi, et on rendra le monde beaucoup plus puissant au sens yin et yang du terme, quoi, pas au sens financier, politico-économique du terme. Voilà. Puis c'est joli comment ça se mélange, parce que finalement c'est des énergies qui se mélangent en nous. Ouais. C'est des énergies qui se mélangent aussi dans une relation à deux, quelle que soit la forme de relation. Et un oiseau, c'est libre, ça s'envole, donc on va vers plus de liberté encore. Et qui se mélange dans un écosystème vivant, ouais, qu'on a un petit peu oublié, qu'on vivait avec d'autres personnes. Alors on dit pas des personnes. Vous voyez, moi je dis personnes, voilà. Mais d'autres éléments, tous ces éléments qui sont vivants autour de nous, voilà, et que nous a offert la planète bien gentiment, que nous squattons gratuitement, en plus. Voilà, qu'on soit plus dans ce mix et dans cette harmonie avec le vivant qui nous entoure. Pour plus de vie et plus de bonheur. Ouais, ça serait pas mal. Et plus de vrai, quoi, qu'on arrête d'être dupes, tu veux. Ce que je trouve aussi,
Ce que je trouve aussi, c'est que, tu vois, il y a une forme de duperie, je trouve, entre les hommes, les femmes, le masculin, le féminin. Enfin, je veux dire, ouais, c'est un peu un jeu de dupe, quoi, tu vois, de continuer à se dire ah ben non, mais moi, je peux pas être un empathique, je suis un homme. Ah oui, mais moi, j'ai pas d'ambition, je suis une femme. Enfin, je synthétise très durement et je caricature, évidemment, de façon... voilà, je le fais exprès, mais... C'est trop facile. Tu vois... Bien sûr, il y a des hommes... mais alors, tu vois, que les hommes disent de temps en temps « j'ose pas », et que des femmes disent non mais là j'ai envie de penser qu'à moi et que ça ne pose pas de problème à la société en fait, tu vois, voilà, qu'on n'ait pas des regards toi, un homme qui dit j'ose pas ou bah ouais, donc on arrête chacun, tu vois. C'est Victor Toyon qui a une très belle phrase dans l'interview d'un Paulette de l'année dernière dans le magazine Paulette, qui dit quelque chose un peu de la sorte, que l'un et l'autre on arrête de faire semblant, quoi. Ouais. Donc que les hommes, ils arrêtent de faire semblant de ne pas avoir d'émotions et d'être insensibles à tout. Et que les femmes, elles arrêtent de... comment elle le dit je le redirai très exactement dans un post, mais que les femmes, elles arrêtent de faire semblant que, en gros, leur kiff, c'est de s'intéresser qu'aux autres. Ouais. Bien sûr. C'est bon quand ça circule. T'as envie de rajouter quelque chose ? Non, là, franchement... On n'a pas fait le tour du sujet, on vous rassure. Il y aura d'autres hors-série. C'était un hors-série. Il faudrait faire un hors-série à 2 qui interview 2. Oui, c'est ça, c'est vrai. Pour le prochain. C'est ça. Faut que je me crée mon double, mon avatar masculin. C'est ça que tu me demandes ? Tu veux interroger mon avatar ? Ah oui, tiens, je vais le créer sur le métaverse, tiens. Oui, le métaverse. Bon, ça, non. Bah, merci beaucoup, Ruben. Bah, c'est moi qui te remercie. C'était une deuxième très jolie expérience. Bon, bah, à suivre alors. À bientôt. Que cet épisode vous ait plu ou déplu, parlez-en. J'explore et je grandis sur ces sujets avec vous. Écrivez-moi sur le compte Instagram du podcast. Vos réactions sont précieuses aussi. Mettez des commentaires et des étoiles pour donner envie à d'autres d'être dans une bulle. Par les temps qui courent, un moment bulle réchauffe nos cœurs et nos âmes. Je vous embrasse. À bientôt sur l'oreiller.